Pour rappel, l'OGP, donc le Partenariat pour un gouvernement ouvert, est une initiative internationale qui a été lancée depuis 2011 et qui vise à promouvoir tout ce qui est transparence dans la gestion des affaires publiques, tout ce qui est lutte contre la corruption et bien entendu l'exploitation des nouvelles technologies de l'information, et tout ça dans le but de renforcer la gouvernance avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème étatique, société civile et bien entendu les médias. La Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative depuis 2015 et bien entendu après avoir satisfait un certain nombre de conditions d'éligibilité qui sont la transparence budgétaire, l'accès à l'information, la déclaration de patrimoine et bien entendu la participation citoyenne. Ensuite, ce qu'on peut dire de manière générale sur l'OGP chez nous, c'est que le cadre institutionnel qui permet la mise en œuvre du processus repose sur un certain nombre de textes, donc des arrêtés interministériels. On a également, en termes d'organes de structure organisationnelle, l'OGP est composé d'un comité interministériel, donc présidé par le chef du gouvernement et composé de 11 membres du gouvernement. Et ensuite, on a le comité technique OGP, donc qui lui est un organe très opérationnel et qui comprend 22 membres, dont l'administration pour la moitié et la société civile au sens large, c'est-à-dire secteur privé et les organisations de la société civile qui sont regroupées autour de la plateforme de la société civile pour l'OGP. En termes de principales activités réalisées à ce jour, on sait que la Côte d'Ivoire a réalisé 2 plans nationaux qui totalisent 25 engagements qui ont été élaborés en collaboration avec les organisations de la société civile pour une gouvernance plus ouverte, participative et inclusive. Le premier plan d'action a été mis en place juste après l'adhésion, sur 2016-2018, et il comportait 15 engagements autour de l'amélioration des services publics, la promotion de l'intégrité publique, la gestion plus efficace des ressources publiques, la création de communautés plus sécurisées, l'augmentation de la responsabilité des entreprises. Ensuite, nous avons eu un deuxième plan, donc de 2018 à 2020, et lui qui comportait 10 engagements autour des thèmes liés à l'accès à l'information, la pluralité d'expression, l'ouverture des données, la lutte contre la corruption, la transparence budgétaire, l'éducation et la santé. Donc, ces 2 plans d'action, le premier plan d'action totalement terminé a fait l'objet d'évaluation à la fois par la Côte d'Ivoire et par des experts indépendants. Et le second plan d'action de 2018 à 2020, lui, a fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours l'année dernière. Et cette année, l'évaluation finale est en cours et devrait être communiquée aux instances OGP d'ici la fin de cette année. Maintenant, pour amener au contexte de l'année 2020, donc au cours de cette année 2020, ce que nous avons principalement essayé de mettre en avant, c'est déjà de terminer le plan d'action numéro 2, donc avec la rédaction, comme je disais tout à l'heure, du rapport d'auto-évaluation de la fin de la mise en œuvre. Mais on avait aussi un engagement dans le respect des règles de l'OGP. Il fallait mettre en place de nouveaux plans d'action pour l'année 2020 et l'année 2022. Et donc, c'est l'élaboration de ce plan d'action qui nous a amené à mettre en place un dispositif pour collecter les préoccupations de la population à travers notre plateforme de la société civile. Et sur cette base-là, de pouvoir réaliser avec les administrations concernées un certain nombre d'engagements pour répondre à ces préoccupations. Et encore une fois, je rappelle que nous avons, avant la fin de l'année, à communiquer aux instances OGP à la fois le rapport d'auto-évaluation de la fin du plan d'auto-évaluation de fin du plan d'action, de la mise en œuvre du plan d'action 2018-2020 et ce nouveau plan d'action que nous sommes en train de construire et donc qui est l'objet de la campagne de communication qui est en cours à ce jour. Donc voilà ce que je peux dire de manière très générale sur l'OGP et les principaux acquis à ce jour.
Et maintenant, bien entendu, nous pourrons passer en revue les questions qui émanent de nos partenaires des médias, de sorte à ce que nous puissions de manière plus précise apporter ces compléments de réponse. Donc je vous remercie tous. Merci. Merci Madame la Présidente pour ces propos liminaires qui déjà défilent un certain nombre de questions, mais on laissera le soin aux journalistes de pouvoir revenir sur les différentes questions. Je pense qu'en cours, Madame Kowa est rentrée en salle. Bonne arrivée, Madame Nicole Kowa du PAGOF. Je souhaite la bienvenue, voilà, en salle. Et on va déjà entamer le chapelet du questionnaire avec la presse pour pouvoir se présenter et poser les différentes questions en fonction du protocole de questionnaire que nous partageons à l'écran. Maintenant, si vous estimez que des questions étaient déjà, la CT est déjà revenue, je pense, sur la première question, les 25 engagements, les objectifs du plan d'action national, bon, je pense qu'on pourrait déjà entamer sur la troisième question, liée à la satisfaction. Bon, si vous avez une question. Bon, on va laisser le choix aux journalistes de poser les questions. Merci. Tu enlèves ton masque et puis tu te présentes et puis tu poses ta question. Bonjour madame. Tu peux parler un peu plus fort. Bonjour. Nous vous remercions de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous imprégner des réalités de l'OGP. Et au niveau de 25 engagements, on aurait souhaité avoir quelques-uns pour qu'on ait une idée plus précise là-dessus. Excusez-moi, on entend très très mal. Il souhaiterait qu'on... En relation avec le point 1, c'est ça? Voilà, voilà. Le confrère souhaiterait qu'on revienne sur quelques engagements, c'est ça? Tu peux... Ah ok, donc donner la totalité. Ah, donc dégrainer les 25 engagements. Voilà, c'est cela? Bon, ça c'est ce qui nous revient du Patriote et puis de notre journaliste écrivain. Est-ce qu'on peut passer en revue les 25 engagements? Est-ce qu'on peut les citer? D'accord, ok. Pour cette question, je pense que je laisserai plutôt Madame Angoua ou Monsieur Dali peut-être prendre la main pour donner quelques exemples de ces engagements, tout en sachant que vous avez la liste de tous les engagements que la Côte d'Ivoire a pris à ce jour sur le site internet de l'OGP Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on peut vous donner quelques exemples d'engagements qui ont été pris parmi les 25 et cette liste pourra être complétée avec les informations disponibles sur le site. Vous pouvez réagir, répondre. D'accord. Merci Madame la Présidente. Comme vous avez dit, les engagements sont déjà sur le site et nous pouvons nous faire fort également de transmettre une liste des engagements de façon séparée, les 15 de 2016-2018 et les 10 de 2018-2020 à M. Kouadio afin que les membres des médias ici présents puissent les avoir. Mais à titre d'exemple comme ça et pêle-mêle, on avait dans le premier plan le sujet de l'open data, l'ouverture des données qui avait été abordée. On avait essayé également de montrer dans quelle mesure au niveau des mines les communautés, les comités de développement locaux miniers pouvaient aider à un épanouissement des régions impactées. On avait également des questions sur l'accès à l'information. Donc, pour vous dire qu'il y avait vraiment une panoplie d'engagement. Par exemple, au niveau du ministère du Budget, il était question de mettre en ligne toutes les communications en conseil de gouvernement, de ministres, je dirais, sur tout ce qui allait se passer dans le cadre budgétaire pour que la population soit informée.
Donc, il y a vraiment une panoplie et pour ramasser tout ça, je pense que vous fournir la liste serait beaucoup plus exhaustive. Absolument. Merci, c'était. C'est bon, je sais pas. C'est bon, on peut donner un ou deux exemples. Ouais. Vous pouvez ouvrir, Monsieur Omarou, votre vidéo pour que les journalistes mettent un nom sur le visage, c'est important, s'il vous plaît. Merci. D'accord, c'est bon. Voilà, donc, j'étais encore à parler tout à l'heure de la question des mines. Donc, en termes très clairs, quand vous allez découvrir les documents qui sont en ligne, qui seront même partagés avec vous, vous verrez que le premier engagement du plan d'action 2016-2018, c'était publier le nombre de carats de diamants exportés à partir de la Côte d'Ivoire, ainsi que les certificats du processus de Kimberley y afférents chaque année. Voilà, vous voyez que la question du diamant dans beaucoup de pays fait l'objet de plusieurs controverses, notamment en termes de destination des ressources. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de traçabilité, les ressources peuvent servir à financer des crises, des guerres, en tout cas des méfaits. Donc il s'agit justement d'avoir une traçabilité du diamant ivoirien à travers la publication du nombre de carats de diamants exportés chaque année à partir de la Côte d'Ivoire. Et justement, comme on sait que chaque fois quand il y a des exportations de diamants, il y a des certificats d'authentification qui accompagnent, c'est aussi de mettre en ligne ces certificats. Donc, sur le site du processus de Kimberley, c'est des informations qui sont disponibles, en tout cas jusqu'à ce que le plan prenne fin, la mise en œuvre prenne fin. C'est des informations qui étaient régulièrement publiées. Maintenant, on va parler des CDLM. C'est ici en fait de créer et de rendre fonctionnels 5 comités de développement local minier. D'accord. On sait que auparavant, les sociétés minières décidaient de leurs propres chefs quel montant alloué aux communautés locales, quel projet financer, mais avec l'OGP qui met en avant la participation citoyenne, il s'agit justement d'associer les communautés locales à la définition même des plans de développement locaux, à la définition des projets, puisque les projets ils sont les principaux bénéficiaires. Donc, les questions dorénavant que les populations qui sont bénéficiaires de ces projets puissent être associées à la définition et autres. Donc, ça, c'est voilà, deux projets, des engagements que je voulais indiquer et je ce matin-là, vous pouvez découvrir justement ce que ça a été expliqué. Merci. Merci. Merci pour cette précision. Donc, Madame la Présidente, vous avez quelque chose d'autre à ajouter pour enchérir ou non, je pense qu'on peut aller au fil des questions. Les précisions pourront être apportées sur tel ou tel aspect. Ok. D'accord. Vous avez... Non, allons-y vos engagements. Donc, est-ce que ce qui a été dit, c'est que les engagements seront communiqués à travers une fiche bien déterminée, c'est sur le site et tout ça. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut aller sur un autre point? Posez directement vos questions. Je te présente, pose directement. Bonjour, madame. Bonjour. Mathias Kwame du quotidien Le Mandat. Bonjour. Mathias Kwame du quotidien Le Mandat. Oui, enchanté. D'accord. Est-ce que déjà on peut avoir le degré de satisfaction concernant le premier PAN 2018-2020, mais bien avant ça, pourquoi il est impérieux d'avoir un plan d'action national? D'accord. Je pense que pour la première question, pourquoi il faut avoir un plan national, il faut expliquer que selon les principes et les valeurs de l'OGP, l'objectif recherché derrière l'initiative, c'est de pouvoir permettre aux gens, aux différents pays, d'avoir une meilleure gouvernance. Et pour avoir une meilleure gouvernance, la méthodologie qu'ils ont adoptée, c'est de produire un plan. Le plan n'est qu'un document qui permet de recenser l'ensemble des engagements que l'État prend sur la base des préoccupations qui ont été exprimées par la société civile, et la population, de sorte à pouvoir avancer
on va dire, dans la mise en œuvre de la bonne gouvernance. Donc, pourquoi un plan national? C'est pour permettre à l'État d'avoir un référentiel des actions qu'il souhaite mener pour pouvoir améliorer un certain nombre d'éléments qui ont été relevés par la population, comme soit des dysfonctionnements ou soit des insuffisances à conduire. Donc, après, par rapport à la question si on a été satisfait du premier plan 2018-2020, forcément, c'est le premier plan qui a été mis en place. Donc, il y a sûrement des choses qui ont des améliorations qui ont été détectées à la suite de ce premier plan d'action, mais globalement, les engagements qui avaient été pris ont pu être réalisés. Maintenant, le contexte dans lequel les réalisations, les engagements étaient pris ou les engagements étaient mis en œuvre peuvent certainement s'améliorer. Et donc, c'est ce qui est en train d'être mis en œuvre dans les plans successifs qui sont en train de se mettre en place. Pour aller un peu plus loin sur cette partie, on va peut-être demander M. Tinguin, donc coordonnateur de la plateforme de la société civile, de pouvoir apporter quelques compléments. M. Tinguin. Merci Madame la Présidente. Je voudrais aussi saluer les journalistes et remercier la Présidente de nous avoir associés à cette rencontre. Alors, pourquoi un plan d'action? D'abord, il faut savoir que le plan d'action permet de définir les priorités. Lesquelles priorités sont identifiées sur la base des grands défis que les parties prenantes essaient de définir. Et justement, lorsqu'on définit ces priorités, ça nous permet de voir les objectifs que nous voulons nous fixer au cours d'une période précise. Parce que vous savez que les plans d'action se réalisent, si vous regardez bien, on parle de 2016-2018, 2018-2020, 2020-2022, c'est au bout pratiquement de 2 ans. Donc, on peut définir les priorités, les objectifs que nous nous fixons et que nous souhaitons atteindre au cours de cette période. Et ces engagements également doivent être basés sur les principes de l'OGP, comme Madame la Présidente l'a relevé, les principes, les 4 principes que sont la transparence, la participation citoyenne, la responsabilité et l'éthique. Revenant à votre question concernant le niveau de satisfaction pour le plan 2016-2018. Alors, il faut dire que la Côte d'Ivoire venait à peine d'adhérer à l'OGP, qui c'était en 2015, et il a fallu élaborer tout de suite le plan 2016. Le premier plan qui a été réalisé pratiquement en 2016. Donc vous voyez que tout ce processus se met en place et pour créer le cadre de collaboration constitue déjà un défi dans la préparation du premier plan. Et donc, il y a sûrement des choses qui nous ont échappé dans l'élaboration de ce plan et la réalité. Et justement, ce qui nous a servi d'expérience et que nous avons utilisé pour améliorer le deuxième plan et le troisième plan que nous sommes en train de planifier et de valider. Donc, il y a quelques défis au niveau de l'identification, par exemple, des priorités et du processus même d'identification des engagements. Mais nous avons compris, comme je l'ai dit, c'était le premier plan et il fallait que nous puissions nous adapter, que nous puissions maîtriser le concept et le processus. C'est ce que nous avons fait pour les autres plans. Merci. Madame la Présidente, je voudrais m'arrêter là pour l'instant. S'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tinguin. Vous avez une question? Allez-y. Il y a une question? Monsieur Tinguin, bonjour. Monsieur Tinguin. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis Koul Patrick, journaliste écrivain. Je voudrais savoir, quel a été vos sentiments quand le gouvernement a voulu vous associer, donc la société civile, désormais à la gestion des affaires de l'État?
Alors, naturellement, le processus OGP suppose la co-création, donc la collaboration entre le gouvernement, la société civile et le secteur public. Donc, c'est justement à juste titre que nous avons accueilli, je veux dire, l'appel du gouvernement. Nous avons déjà commencé à collaborer avant même ce processus OGP, je veux dire, au cours de la préparation. La société civile, notamment d'autres ONG comme Social Justice et autres, travaillaient déjà sur la question de transparence budgétaire et évaluaient le gouvernement sur la question du budget ouvert. Donc vous voyez déjà qu'il y a un cadre de collaboration même qui se créait avant la naissance même du processus OGP. Et donc nous avons saisi l'occasion pour une meilleure participation, et c'est justement ce qui nous a amené à organiser la société civile pour que dans les différents domaines, nous travaillons sur des domaines spécifiques comme la gouvernance, d'autres travaillent sur des questions de technologie, questions du droit de l'homme, etc. Nous savons que ce nous ne pouvons pas, justement cet appel du gouvernement nous a permis de mieux nous organiser et d'avoir une meilleure participation. Merci, M. Tengen. Merci, M. Tengen. La présidente? Oui. Il y a une question? Ok, allez-y. Il y a une question du journal Le Patriote. Bonjour, moi c'est Yves Callot. S'il vous plaît, pouvez-vous revenir sur les améliorations détectées à la suite des 2 plans nationaux? Le confrère souhaiterait qu'on revienne sur les différentes améliorations qui ont été constatées sur les 2 plans nationaux. À la suite des 2 plans nationaux, de la rédaction des 2 plans nationaux. Quelles sont les améliorations qui ont été constatées? Le satisfait. D'accord. Ok. En termes d'amélioration, en fait, je pense que déjà, il faut avoir en tête qu'après l'élaboration du plan d'action et pendant, on va dire, la mise en œuvre du plan d'action, donc des engagements qui ont été pris, il y a un certain nombre d'évaluations qui se font à mi-parcours, à la fin, et par des experts indépendants. Donc, la réalisation de ces rapports d'auto-évaluation permettent, entre autres, de faire le point sur un certain nombre d'éléments, de sorte à pouvoir les améliorer dans le temps. Donc ça, c'était juste pour vous donner déjà le cadre dans lequel les dysfonctionnements ou les améliorations peuvent être constatés. Donc, déjà, en termes d'amélioration, le premier point qu'on peut mettre en avant, c'est la composition du comité technique. Parce que par le passé, il y avait certes des représentants de la société civile, mais au sein du comité technique, il y avait beaucoup plus de membres de l'administration. Donc, l'une des améliorations qui a été apportée au cours de ces différents processus, c'est d'intégrer beaucoup plus de participants de la société civile et donc jusqu'à arriver à un niveau paritaire entre l'administration et la société civile. Donc ça, c'est un point, c'est un premier point sur la partie organisationnelle. Ensuite, au cours de la réalisation des différents engagements et fort des critiques qui peuvent venir de part et d'autre, l'accent a été mis plus sur certaines thématiques que sur d'autres, notamment sur la partie corruption, où quand vous irez par exemple sur le site, vous allez voir qu'il y a eu de plus en plus, enfin dans le dernier plan en tout cas, la partie sur la corruption a été, les engagements dans ce cadre-là ont été renforcés, notamment sur tout ce qui concerne la liberté d'expression en tant que telle. Donc voilà déjà quelques exemples que je peux vous donner de manière très concrète sur les améliorations qui ont pu être apportées au fil du temps dans la réalisation des activités autour de l'OGP. Et en plus de ça, à aujourd'hui, on utilise de plus en plus les nouvelles technologies dans l'approche de l'OGP.
au tout début, les consultations publiques, donc en présentiel, avec l'ensemble des parties prenantes, étaient systématiques. Cette année, avec la situation particulière que nous avons vécue avec le coronavirus, nous avons pu expérimenter grandeur nature l'utilisation des nouvelles technologies pour nous permettre de continuer à mener nos activités dans les meilleures conditions. Donc ça fait partie également des améliorations qui ont été apportées dans le dispositif. Je vais demander soit à M. Tenguin, soit à Mme Mouvoua ou à M. Koulibaly s'il y a d'autres éléments qu'ils pensent importants qu'on peut vous communiquer en plus de ceux qui ont déjà été évoqués. Merci Madame la Présidente. Alors, à la suite de votre exposé, je voudrais aussi dire que tout à l'heure dans mon exposé tout à l'heure, j'avais évoqué les défis pour le premier plan. Justement, en termes d'amélioration, donc le premier plan, le processus, il y avait déjà une présélection des projets d'engagement par l'administration. Et nous avons compris, lorsque nous avons analysé les principes de l'OGP, que le processus devait être plus participatif et donc partir des consultations. Et justement, dans le deuxième plan et le troisième plan, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés déjà pour consulter les populations, comme Madame la Présidente l'a dit, en présentiel, mais aussi avec les nouvelles technologies. Et donc, à ce niveau-là, l'esprit de co-création, comme encourage l'OGP, a commencé à être amélioré. Donc, on a renforcé cet esprit de co-création. L'autre élément que je voudrais aussi mettre en exergue, c'est par exemple l'amélioration des documents que nous mettons même en ligne. Nous avons vu par exemple le projet citoyen, le budget citoyen. Le budget citoyen au début, si vous regardez, ça a été aussi un défi, mais avec l'appui du comité technique OGP, nous avons pu avoir le soutien et même la collaboration du ministère du budget qui associe la société civile à l'élaboration de ce budget citoyen. Et d'ailleurs, il y a une amélioration constante. Vous allez voir que le premier budget citoyen n'est qu'un document, ça a été amélioré en termes de contenu, en termes de compréhension, mais les autres ont été plus digestes et plus compréhensibles avec même des bandes dessinées et des éléments qui permettent d'améliorer la compréhension des citoyens. Donc, pour résumer, il y a eu déjà le processus même d'identification des priorités, il y a eu une amélioration dans ce processus. Il y a aussi le renforcement de l'esprit de co-création et également, comme je l'ai dit, l'élaboration de certains documents en termes de participation des citoyens. Je sais qu'il y a encore à améliorer, mais on peut dire déjà que nous sommes sur la bonne voie avec l'engagement de la société civile et l'ouverture que nous donne aussi le comité. Merci, M. Tenguin. Une question pour... Oui, allez-y. Il y a une autre question de... Je peux dire juste un mot. Madame Bob. Oui, oui, ok. Je peux juste dire un mot. Moi, à mon niveau, j'insisterai sur l'amélioration de la participation citoyenne. Et cette amélioration-là s'est tellement faite ressentir que la société civile, M. Tenguin ne le dit pas, a compris son rôle de veille auprès de l'État, du gouvernement, qu'elle a mis sur pied une plateforme ivoirienne pour l'OGP. Ça, c'est très important parce que sur des forums internationaux, on nous demande de partager justement cette expérience de la Côte d'Ivoire avec les autres pays où les relations sont plus difficiles. Et je pense que dans la conduite de façon générale, c'est une chose à ne pas négliger. Merci.
Moi, s'il vous plaît, j'ai une question pour Madame Koné. Je suis avocat vraiment du Paternité Matin. Madame Koné. Madame Koné, voilà. Paternité Matin. Voilà. Et vous avez dit que certains termes ont été plus renforcés que d'autres. Vous avez cité notamment la corruption. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous donner, hormis le thème de la corruption, les autres sujets qui ont fait l'objet de renforcement, et nous donner un peu l'ampleur de ce renforcement qui a été fait à ces différents niveaux? Excusez-moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Je dis que vous avez dit tout à l'heure que certains thèmes ont fait l'objet de renforcement par rapport à d'autres. Voilà. Vous avez cité la lutte contre la corruption. Voilà, donc je voulais savoir, hormis la lutte contre la corruption, quels sont les autres secteurs qui ont été renforcés et dans quelle mesure ce renforcement a été fait? D'accord. Ok. Juste pour revenir là-dessus, ce que je disais au fait, parce que les différents plans qui sont élaborés à partir de thématiques. Donc, le premier plan d'action, un certain nombre de thématiques avaient été mises en avant. Donc, l'une des remarques ou l'une des observations qui avait été faite était par les experts indépendants, c'était effectivement de pouvoir aussi dans les thématiques aller plus faire des choix en relation avec la lutte contre la corruption. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, ça veut juste dire que dans les engagements qui vont être pris par la suite, il faudra à chaque fois que possible veiller à ce que les préoccupations liées à ces thématiques puissent être aussi mises en avant. Donc, ça se traduit comment concrètement? Et ça va se traduire par le fait que dans le plan d'action 2018-2020, il y a eu un certain nombre d'engagements qui étaient liés à cette thématique. De même, sur la pluralité de l'expression, vous allez retrouver dans le plan d'action numéro 2 des thématiques en relation avec tout ce qui concerne, on va dire, la communication et la démocratie participative. Et c'est ça, au fait, l'objectif, on va dire, de cette initiative-là. C'est d'amener l'ensemble des pays à travailler avec la société civile autour d'un certain nombre de thématiques, mais pour répondre à des préoccupations. Et tout ça dans un souci d'amener de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Donc voilà, donc après, en termes d'exemples concrets, effectivement, dans le plan d'action numéro 2, vous allez retrouver, comme je disais, un certain nombre de thématiques qui ont été abordées. Pêle-mêle, on peut citer par exemple l'adoption et la vulgarisation d'une loi sur la protection des dénonciateurs des actes de corruption et des infractions assimilées. On a des choses, des thématiques autour de la déclaration de patrimoine. On a un certain nombre on a un engagement sur la libéralisation de l'espace télévisuel, ainsi de suite. Voilà. Et tout simplement aussi promouvoir la démocratie participative dans nos collectivités. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Alors, Madame Koné. Attends, j'ai oublié le micro. Oui, vas-y. Madame Koné. Oui. Alors, merci. Apparemment, le temps qui nous est imparti est en train de finir. Alors, je voudrais que vous reveniez sur, vous intervenez sur la dernière question là. Comment est-ce que les informations collectées seront consolidées et prises en compte? Comment ça se fait? Excusez-moi, désolé, on vous entend un peu mal au fait. Je disais que je souhaiterais que vous répondiez, vous répondiez à la dernière question. Comment les informations sont-elles consolidées et prises en compte dans le plan d'action? Les informations, comment est-ce que les informations collectées en ligne, les avis des populations collectées sont traités? D'accord. Et adressés en fonction des engagements, c'est ça? Ouais. D'accord.
Déjà, au fait, je pense que je vais juste introduire, et puis sur ce point-là, je laisserai peut-être M. Tanguay et Mme Angwa ou M. Koulibaly compléter. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir en tête le processus général de réalisation de nos engagements. Donc cette année, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, est une année assez particulière parce que la situation sanitaire globale ne nous a pas permis de réaliser les activités habituelles qui étaient généralement le processus commençait avec les consultations publiques, donc dans les villes. Donc les équipes se déplaçaient vers les villes auprès des populations pour recueillir leurs préoccupations. Et puis sur la base de ces préoccupations, dégageait un certain nombre de thématiques sur lesquelles les administrations pouvaient prendre un certain nombre d'engagements pour apporter des solutions aux préoccupations qui avaient été soulevées. Donc cette année, nous avons dû procéder différemment parce que le contexte sanitaire ne nous permettait pas de réaliser les activités comme à l'habitude. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, dans un premier temps, travaillé avec la société civile, donc à travers la plateforme de la société civile OGP, qui a identifié un certain nombre de thématiques en relation, bien entendu, avec des consultations qu'ils ont pu mener soit les années précédentes, et tout simplement à base d'études qu'ils ont réalisées en leur sein. Donc, ils ont soulevé un certain nombre de problématiques et de thématiques sur lesquelles ils ont souhaité que des engagements puissent être pris. Donc, sur la base de ces thématiques, deux processus se sont mis en place en parallèle. Un processus de collecte de la réaction de la population à travers la plateforme de consultation que nous avons mis. L'objectif est de pouvoir directement auprès de la population collecter leurs ressentis et leurs indications sur ces thématiques qui ont été élaborées par la société civile. Et en parallèle, avec la société civile et éventuellement les porteurs d'engagement potentiels que nous avons pu détecter, nous avons travaillé avec la société civile pour voir qu'est-ce qui pouvait déjà être identifié comme engagement. Et aujourd'hui, les résultats que nous allons avoir de la consultation à partir de la plateforme viendra enrichir le travail de base qui a été fait avec la société civile et avec les administrations qui étaient concernées par les thématiques qui ont été abordées. Donc aujourd'hui, maintenant pour répondre plus concrètement à votre question, les sollicitations qui sont en cours vont nous permettre d'enrichir le dispositif de plan d'action qui est en train d'être mis en place. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un certain nombre d'éléments que la population met en avant, nous allons les retranscrire autant que faire se peut, parce qu'encore une fois que les engagements ou les préoccupations ont été énoncés, il faut qu'on ait cette latitude de pouvoir le prendre en compte pour le réaliser dans les 2 ans à venir, puisque chaque plan d'action est censé être mis en œuvre sur 2 ans. Donc, une fois que nous avons la possibilité de les intégrer pour une réalisation dans les 2 ans à venir, seront bien entendu consolidés avec les travaux qui sont en cours avec la société civile. Sur ce, je vais peut-être moi m'arrêter à mon niveau et puis laisser peut-être M. Tanguay ou Mme Angwa ou M. Koulibaly prendre la parole pour compléter la vision de la co-création qui est en cours avec les consultations en ligne. Donc, peut-être, Mme Angwa, on va commencer par vous pour... Merci, Madame la Présidente. C'est Angwa. On ne l'aperçoit pas. Non, je n'entends plus rien. Si on m'entend, je n'entends plus rien. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Ouvrez votre micro, c'était. Si vous m'entendez. Ouvrez votre micro. Le micro est fermé. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît.
Donc peut-être que M. Tenguer peut prendre la parole en attendant, ou M. Koulibaly. Oui, on peut basculer. Je ne sais pas de quel pays. Merci Madame la Présidente. Je crois que, comme vous l'avez dit, le processus même d'élaboration de consultation est basé toujours, comme je le dis, sur les thèmes de l'esprit de co-création et donc à partir des consultations publiques. Lesquelles consultations sont organisées dans des localités de façon éclatée, mais aussi sur la base des consultations en ligne. Si je prends le deuxième plan, sur la base du deuxième plan. Et après, il y a une réunion qui permet de réunir tous les acteurs, y compris la société civile, et de passer en revue toutes les propositions des populations, y compris la société civile. Parce qu'en dehors des consultations que nous faisons ensemble par moment, il arrive que la société civile élargit le champ du collecte, organise aussi des consultations avec je dis leur base et les populations au niveau local. Donc toutes ces informations réunies, après nous avons un atelier qui permet de revoir, de trier, si on peut le dire ainsi, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui revient chaque fois sur la base aussi des principes de l'OGP, comme je vous ai dit, la transparence et tout ce que j'ai évoqué, la participation citoyenne et autres. Nous regardons sur cette base-là et nous essayons de retenir déjà des propositions. Ensuite, il y a une deuxième séance qui permet de réunir encore avec la société civile et les porteurs d'engagement. Par moment même, nous partons vers les porteurs d'engagement pour proposer, parce qu'à la suite de cela, on peut identifier des éléments qui concordent avec la feuille de route, par exemple, de tel ou tel ministère. À partir de là, nous essayons de nous réunir encore des fois pour consolider sur la base, par exemple, du plan du PNB et d'autres documents pour avoir une consolidation et valider le document. Donc voici un peu de façon résumée le processus. Pour le dernier plan, comme Mme Angwa l'a dit, il faut aussi parler de la plateforme. Et Madame la Présidente l'a relevé. Cette fois, il y a eu des études que nous avons réalisées. Des études, par exemple, sur les cantines scolaires, la question de transparence budgétaire, la question de lutte contre la corruption. Par exemple, nous avons évalué la Convention de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Quels sont les écarts en termes de mise en œuvre? Et nous avons fait des propositions. Ces propositions ont été discutées avec, par exemple, la haute autorité en présence du comité technique, et cela a permis de retenir les propositions que la société civile a eu à faire. Et donc, il y a eu aussi d'autres, par exemple, la cantine scolaire, la planification familiale et autres. Il y a eu d'autres éléments que nous avons sur la base des études et des consultations avec les populations, nous avons pu retenir. À la suite de cela, il y a aussi les consultations en ligne qui sont en train d'être faites et qui font l'objet de mise à jour. Mais il faut retenir aussi que souvent, nous prenons aussi des projets d'engagement qui n'ont pas été pris en compte dans les années antérieures. Nous essayons d'analyser encore pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré et comment on peut consolider cela pour introduire dans le nouveau plan. Donc voilà un peu comment nous faisons pour consolider les différents contrats. Merci beaucoup, M. Tenguer. Est-ce que M. Koulibaly peut prendre la parole juste pour préciser comment les éléments vont être collectés à partir de la plateforme de consultation en ligne? Ça, c'est très bien. D'accord, merci. Merci Madame la Présidente. Alors, je ne sais pas si vous présenter la plateforme. Si oui, il faut que je la main. Si oui, il faut que je la main. Non, je pense qu'on peut aller directement. Non, on ne va pas présenter la plateforme. On va juste globalement les rassurer sur la prise en compte des retours de la population à travers la plateforme. D'accord, non, c'est vraiment une suite logique. On ne pas dire ça rentre carrément dans le cadre de ce que vous venez de dire, vous et
M. Julien. Sauf que la plateforme, c'est pour se donner plus de chances pour avoir plus de personnes qui vont intervenir. Étant donné que dans les consultations présentielles, on ne peut pas rassembler beaucoup plus de personnes dans la même salle, c'est pas du tout évident. Donc la plateforme a dit justement, c'est d'élargir les horizons, de donner plus de chances d'atteindre la cible. Et tel que ça fonctionne, c'est pratiquement le même principe que ce que M. Tenguer vient de décrire. Alors, nous avons déjà des thématiques qui ont déjà été évoquées au niveau du comité technique OGP. Donc, il s'agit déjà de soumettre ces thématiques aux internautes pour avoir les retours. De sorte que s'il apparaît au thème de la consultation en ligne que les internautes sont beaucoup plus favorables à une thématique, à une autre, celle qui récolte plus de faveur constitue dès lors une priorité qui doit être traitée dans le plan d'action. Mais à condition que cette thématique soit réaliste, parce qu'il est important de retenir que les engagements doivent être mis en œuvre sur une période de 2 années. Donc, une thématique peut être plébiscitée, mais si dans la pratique, ce n'est pas facile de la mettre en œuvre sur 2 années, évidemment, ça sera certainement reporté sur un autre plan d'action. Mais dès lors que c'est réaliste du point de vue du timing et il y a aussi les possibilités financières de mettre en œuvre cet engagement, donc l'engagement, disons, la thématique peut faire l'objet d'un engagement. Donc c'est la même chose, les gens donnent les avis sur les thématiques qui leur sont soumises. Et puis, après une analyse est faite, c'est-à-dire la collecte de ces retours est faite, une analyse est faite justement pour voir un peu ce qui vient en termes de priorité. Donc, c'est pratiquement le même cheminement que les consultations en présentiel. Je pense que pour ce qui concerne la remontée des conseillers, la prise en compte justement des retours des internautes, c'est exactement la même chose. Sauf que là, les retours sont recueillis en ligne. D'accord. Merci bien, M. Koulibaly. Donc, je pense que nous avons fait le tour en termes de question à cette question. Et on espère que ça vous a permis de voir un peu comment les éléments peuvent être pris en compte au niveau de la consultation publique en ligne. D'accord, madame. Ils ont juste une question pour la coordonnatrice, je pense. Une dernière question. Pour la coordonnatrice du. C'est ça? Du PAGOF. La coordination nationale. Oui, allez-y. Alors, madame. Il reste 4 minutes. Voilà. Bon, donc ça veut dire qu'on sait que vous suivez tout ce travail-là aussi, avec les autres. Alors, donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en place, dans la gestion de ce plan-là, dans la mise en place de ces éléments-là? Et puis, quels sont les objectifs en termes de visite? D'abord, quel est l'état de lieu en termes de visite actuellement? Et quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous visez à terme? Oui. Bon, il y a 2-3 questions. Hein. Je pense que. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Madame la Présidente. Bonjour Cité. Bonjour Marou. Chers journalistes, merci pour cette question. Je dirais que pour la collaboration avec la société civile et l'administration dans le cadre du projet PAGOF, c'est une collaboration qui est assez franche et fluide, parce que l'objectif pour le projet qui est financé par l'AFD, sur instruction du gouvernement français, c'est surtout d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre effective des engagements qu'ils ont pris dans le cadre du projet. Donc nous sommes là juste pour les appuyer dans les différentes activités en lien avec le plan d'action national qui sont prédéfinis et co-construits par eux, comme Madame la Présidente l'a souligné tout à l'heure. Je ne reviendrai pas sur tout le processus dans son ensemble. Alors, en ce qui concerne les objectifs du projet, c'est ça, c'est véritablement d'accompagner l'administration, c'est d'accompagner la société civile ivoirienne pour qu'ils soient force de proposition et qu'ils soient confortables dans leur rôle de veille pour une gouvernance plus transparente. Voilà.
une bonne action de collaboration entre l'administration, la société civile et vous les médias également. Donc sur le long terme, nous ambitionnons de mettre en place un deuxième volet du projet pour continuer d'appuyer le gouvernement ivoirien dans d'autres aspects qu'on va définir plus tard. Mais voilà, il n'y a pas de difficulté, nous ne rencontrons pas de difficultés dans la mise en œuvre du projet à proprement parler, parce que comme vous le savez, c'est juste un accompagnement. La société civile et l'administration définissent ensemble les axes d'action prioritaires et nous voyons dans quelle mesure nous inscrire dans ces actions-là pour qu'ils puissent atteindre de manière efficace et performante les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes définis dans le cadre du plan d'action national. Est-ce que je peux répondre à votre question? Voilà. Monsieur Koulibaly? Une question pour M. Koulibaly. Monsieur Koulibaly? Oui. Voilà. Je vous renvoie la question. Enfin, elle a répondu à une partie de la question. Alors, je dis, en termes de visite actuellement, qu'est-ce que vous avez comme chiffre et quels sont les objectifs à terme sur la plateforme? Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Nous vous entendons bien. Alors, sur la plateforme, nous avons, à l'instant où je vous parle, 26 personnes qui sont inscrites sur la plateforme parce que, avant d'intervenir, avant de laisser les avis, il faut s'enregistrer. Nous avons 26 personnes qui sont enregistrées. Et en termes de remplissage des questionnaires, en termes de réponse, nous avons exactement 20 personnes qui ont répondu. Alors, voilà, maintenant, nous avons 20 personnes qui ont répondu. Donc, vous avez demandé les objectifs. Hein. Je l'ai dit tantôt, hein, l'idée vraiment c'est d'avoir le maximum de personnes. On sait que la Côte d'Ivoire c'est autour de 25 millions d'habitants. Évidemment, il y a une bonne partie qui est encore très jeune, qui n'a pas forcément venu sur la plateforme. Mais je ne vais pas m'attarder à donner un chiffre. Hein. Nous voulons vraiment avoir le maximum de personnes. Quand même nous assurer que l'avis de la majorité est quand même pris en compte. Ça ne nous gênerait pas d'avoir des dizaines de milliers. Alors, vous voyez, on a encore 20 personnes qui ont renseigné les fiches. Nous sommes encore très loin de ce qu'on peut espérer. Voilà, c'est pour dire quand même qu'il y a encore un grand défi à relever en termes de mobilisation. On va demander de préciser. M. Koulibaly, alors le chiffre que vous nous donnez là, les 26, ce sont les 26 personnes qui sont inscrites depuis le lancement de la plateforme, ou bien est-ce que c'est ceux qui sont inscrits aujourd'hui seulement? Alors, c'est depuis le lancement de la plateforme. Okay. Allô? Allô? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, je voulais juste, à la suite de ce qui a été dit par M. Koulibaly, rappeler que, effectivement, c'est vrai que notre objectif final, c'est d'avoir le maximum d'expression à travers la plateforme, mais encore une fois, c'est une procédure qui est une procédure libre. Le plus important, c'est que la population sache qu'il y a un outil à disposition où ils peuvent exprimer leur voix. Donc c'est surtout ça déjà le plus important. Donc, et ils ont ce choix-là, de l'exprimer ou de ne pas l'exprimer. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent participer au maximum. Donc, soit en nous donnant eux-mêmes des thématiques qui les intéressent, soit en réagissant à des thématiques que nous pouvons trouver intéressantes à développer dans le cadre de l'OGP. Donc, déjà, à travers la plateforme, ce que nous recherchons, c'est porter la connaissance, à la connaissance de la population, l'existence d'un cadre d'expression. Et que ce cadre d'expression, ils peuvent l'utiliser à tout moment. Bien idéalement, s'ils l'utilisent au moment où nous devons mettre en place un plan d'action, ça nous conviendrait mieux parce que ça nous permettrait d'avoir des plans d'action percutants aux yeux de la population. Donc je pense que c'est la petite précision que je voulais apporter. Donc en disant, en termes d'objectifs, nous ne pouvons pas fixer à aujourd'hui, vu que c'est la première fois que nous faisons cet exercice-là, nous ne pouvons pas fixer en chiffres ce que nous souhaitons atteindre. Nous avons déjà, cette année, nous souhaitons expérimenter la connaissance de l'existence de cet outil.
comme un outil d'apport des contributions pour la mise en œuvre du plan d'action. Et puis par la suite, nous aurons des éléments beaucoup plus stables, des statistiques très fiables. Nous pourrons pour les années à venir établir des plans chiffrés en connaissance de cause. Mais aujourd'hui, il s'agit principalement de pouvoir porter à la connaissance de la population l'existence de cet outil et les instituer à travers vous, la presse, à travers les réseaux sociaux, les inciter pour ceux qui souhaitent exprimer leur point de vue. Voilà la précision que j'avais souhaité apporter sur cette question. Merci Madame la Présidente. Groupe Patrick, j'aimerais ma question adressée à M. Koulibaly. Monsieur Koulibaly, moi personnellement, je n'ai pas pu m'inscrire sur la plateforme. Vas-y. Comme je disais, je n'ai pas pu m'inscrire sur la plateforme parce que le mot de passe qu'on me demandait d'entrer, quand je l'entre la première fois, la seconde fois, quand je l'entre, on me dit que c'est trop. C'est trop. C'est faible. Voilà, c'est faible justement. Donc j'ai fait plusieurs fois, je n'ai pas pu, donc j'ai abandonné. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, j'ai essayé de parcourir. Je me suis arrêté sur la 6e thématique. Création d'une ligne budgétaire spécifique pour l'achat des produits contraceptifs, dénommé achat de produits contraceptifs et augmenter de 10% chaque année le dit budget. La première question, on dit répondez aux questions. La première question est libérée comme suit. Qu'est-ce qui peut permettre une bonne planification familiale? Et on met oui ou non. Je pense que la question posée de cette façon ne peut pas avoir pour réponse oui ou non. La question c'est qu'est-ce qui peut permettre une bonne planification familiale? Et on met oui ou non. Voilà, donc c'est oui, allô? D'accord. Donc, le premier élément, oui, c'est la difficulté technique que vous avez eu à, tout à fait, comment on appelle, à vous expliquer sur la plateforme. Oui. Donc, là, logiquement, je ne sais pas si le mot de passe que vous avez, puisque le mot de passe, on vous demande de le répéter, c'est de vous assurer techniquement que le mot de passe que vous avez choisi est vraiment celui que vous voulez utiliser. Donc, on vous demande de répéter le mot de passe. Alors, il y a une vérification qui est faite avec le premier que vous avez eu. C'est-à-dire de nous assurer que le mot de passe il est conforme au premier que vous avez mis. Ça, c'est un premier aspect. Quand il n'est pas conforme, la plateforme le jette automatiquement. Ça veut dire qu'au niveau du mot de passe, il y a un souci. Voilà. Soit il n'y a pas de lien, il n'y a pas de ressemblance entre les deux mots de passe. Ça veut dire que si c'est validé en l'état, ça va poser des problèmes. Maintenant, quant à la force au niveau du mot de passe, là, je ne comprends pas que ça ne puisse pas passer. Seulement quand on vous dit attention, le mot de passe que vous mettez, il n'est pas fort. Il peut facilement être imaginé par quelqu'un qui va utiliser à votre place parce que la personne a pu récupérer, a pu imaginer simplement votre mot de passe. Ça, généralement, c'est un avertissement qui est venu pour vous dire que le mot de passe, mieux vous mettre des caractères qui permettent de sécuriser un peu l'utilisation que vous en faites. D'accord. Maintenant, pour le deuxième aspect, effectivement, c'est quelque chose que nous avons constaté. Et là, malheureusement, il y a quelque chose qu'il faut savoir d'un point de vue technique pour cette plateforme. Au moment où nous avons vu les soucis, il faut dire que certaines personnes avaient déjà répondu au questionnaire. Certaines personnes avaient déjà répondu au questionnaire. Et quand quelqu'un a déjà donné une réponse, quand une réponse est déjà donnée pour un questionnaire, il n'est plus possible de modifier le questionnaire en question. Donc c'est vraiment une coquille qui s'est glissée. Sinon, l'idée, c'était de faire des suggestions de réponse à cette question.
des suggestions de réponse à cette question. Et de sorte que la personne qui choisit la question qui va, la question qui correspond, attendez que je vous sorte. Voilà, l'idée c'était quoi? Selon vous, qu'est-ce qui peut permettre une bonne planification? Donc, les réponses suggérées, c'est la facilitation de l'acquisition de produits contraceptifs, une bonne sensibilisation sur la planification familiale et autres. Donc, le oui ou non, effectivement, c'est une question qui malheureusement est bien corrigée à ce stade parce que les gens ont déjà renseigné le questionnaire. Merci CE. Je pense que nous avons, merci pour toutes vos interventions et également les différents apports aux questions relatives à la compréhension de ce lancement de cette plateforme de consultation publique en ligne. Nous avons démarré la réunion à 9h42, il est exactement 10h42 pour respecter le timing. Donc quand les journalistes auront d'autres éléments sur lesquels ils souhaiteraient revenir, nous allons les affecter directement aux experts qui sont rattachés au projet. Nous allons laisser la présidente dire son mot de fin tout en remerciant tous les participants, le coordonnateur, la coordonnatrice, les CTCE également, tous les participants, Madame Mathieu, ainsi que les uns et les autres pour leur disponibilité. Merci Madame la CT pour la clôture. Merci bien. Au terme de cette heure d'échange, j'espère que nous avons pu vous apporter quelques éléments d'éclairage par rapport au processus OGP. Bien entendu, nous nous tenons à disposition pour tout type de complément qui permettrait de véhiculer la bonne information auprès de la population et auprès de la Côte d'Ivoire entière, on va dire, sur le processus OGP. Il faut juste retenir que c'est un processus qui peut nous aider à faire entendre la voix des uns et des autres sur les problématiques liées à la bonne gouvernance dès lors qu'elles permettent d'apporter un plus au pays. Et toute l'équipe entière se tient à la disposition des uns et des autres pour apporter les éclairages nécessaires pour cette bonne compréhension. Nous vous remercions de toute l'attention que vous accordez à notre sujet. Encore un grand merci à tous pour vos contributions respectives.